1er octobre 331 avant notre ère, près de Gogamel, en Mésopotamie. Imaginez ceci, vous êtes debout sur une plaine ouverte. Nulle part où se cacher, nulle part où courir. À travers la poussière, 250 000 soldats perses se déploient pour la bataille. C'est la plus grande armée que le monde antique ait jamais vue. Pour les Perses, l'issue était déjà décidée. Ce n'était pas une armée assemblée pour combattre. Elle était bâtie pour porter le coup fatal. À leur centre se tient Darius III, l'homme que chaque armée en Asie a appris à ne jamais défier. Le genre de puissance qui n'attend pas de résistance, seulement la soumission. Face à lui, 47 000 Macédoniens menés par un roi de 25 ans qui n'a jamais perdu une bataille et qui n'a jamais été aussi proche de la mort. Alexandre le Grand. Les Perses sont 5 fois plus nombreux que lui. Ils ont de la cavalerie sur les 2 ailes, des chars à l'avant, des éléphants de guerre. Selon toutes les règles de la guerre antique, cela devrait être terminé avant même de commencer. Maintenant, regardez ce qu'il se passe. Au coucher du soleil, l'empire perse s'effondrera et le roi des rois abandonnera ses hommes et courra pour sauver sa vie. Alexandre deviendra roi d'Asie. Comment une armée qui aurait dû être effacée a-t-elle mis fin à un empire avant le coucher du soleil? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment l'impossible s'est produit et pourquoi cela a changé l'histoire à jamais. Si c'est le genre d'histoire que vous appréciez, envisagez de vous abonner. Pour comprendre pourquoi Gogamel comptait, vous devez d'abord comprendre une chose. Alexandre menait chaque guerre comme s'il n'y avait pas de seconde chance. En 334 avant notre ère, il traversa vers l'Asie avec juste 35 000 hommes. Pas pour négocier, pas pour tâter le terrain, mais pour punir la Perse d'avoir envahi la Grèce et prouver que la Macédoine régnait sur le champ de bataille. À la rivière Granique, il n'a pas hésité. Il a mené une charge de cavalerie droit sur les forces perses, manquant de mourir lorsqu'une hache fendit son casque. Il a survécu et la Perse a craqué. 1 an plus tard, à Issos, cette fois, Darius lui-même vint pour l'arrêter. Le champ de bataille était étroit. Le nombre des Perses ne signifiait rien. Alexandre vit Darius, il chargea directement sur lui et le roi des rois s'enfuit. Il laissa derrière lui sa famille, son trésor, son armée. Alexandre ne gagnait pas seulement des batailles, il fracassait l'autorité. Après Issos, le monde commença à basculer. Tyr résista. Alexandre l'effaça après 7 mois brutaux. L'Égypte ne résista pas du tout. Ils le couronnèrent pharaon. Chaque victoire suivait le même schéma, décisive, personnelle, finale. Mais un homme regardait encore. Darius était toujours en vie. Il régnait toujours sur le cœur de l'Empire. Et cette fois, il apprenait. En 331 avant notre ère, il n'y avait plus nulle part où courir. Cette fois, Darius choisit le champ de bataille. Large, plat, sans fin, à un endroit où la cavalerie pourrait encercler, où le nombre pourrait enfin compter. À Gogamel, Darius croyait que la chance d'Alexandre était épuisée, qu'une charge imprudente ne le sauverait pas une nouvelle fois. Alexandre croyait autre chose, que les guerres se décidaient en voyant le roi et en le brisant. Mais cette fois, faire cela signifiait tout risquer. Et à Gogamel, il était prêt à faire exactement cela. 30 septembre, la nuit avant la bataille. Darius croyait que tout était enfin en sa faveur. Son plan était simple. Les chars ouvriraient la ligne macédonienne, la cavalerie écraserait les flancs, et quand Alexandre serait exposé, l'Empire l'achèverait. Dans le camp macédonien, certains officiers conseillèrent une attaque de nuit pour frapper les premiers et éviter le piège. Alexandre refusa. Il dit « Je ne volerai pas la victoire comme un voleur ». Il voulait que Darius le voie, qu'il lui fasse face, qu'il perde en plein jour. Cette nuit-là, Alexandre marcha seul sur le champ. Il étudia le terrain auquel Darius faisait confiance et il vit exactement où l'Empire se briserait. 1er octobre, l'aube. Regardez la ligne perse, ce n'est pas une armée, c'est un empire qui met au défi quiconque de s'opposer à lui. 250 000 hommes tirés de chaque coin du monde connu. Cavalerie de Bactriane et Scythes montant à cheval depuis l'enfance. Infanterie de Babylone, de Médie, de Syrie, d'Inde. Différentes langues, différentes cultures, tous forcés sous un seul commandement. À l'avant attendaient 200 chars, des lames fixées à leurs roues, conçues pour déchiqueter l'infanterie. Derrière eux se tenaient des éléphants de guerre venus d'Inde,
des armes vivantes destinées à briser les formations avant même que la bataille n'ait commencé. Au centre était assis Darius III, roi des rois, regardant la plaine qu'il avait choisie lui-même. Sur la gauche perse se tenait Bessos, commandant l'élite de la cavalerie bactrienne, rapide, agressive et positionnée pour écraser toute menace sur le flanc. Sur la droite attendait Mazaios, dirigeant la cavalerie de Syrie et de Mésopotamie, ancrant l'autre aile. Voici à quoi ressemble la puissance impériale. Une armée bâtie pour mettre fin aux guerres en une seule journée. Maintenant, regardez de l'autre côté, Macédoniens et Grecs. Pas de profondeur, pas de réserve, pas de marge d'erreur. Au centre se tient la phalange, 9000 fantassins lourds, verrouillés épaule contre épaule, tenant des sarisses de 10 pieds, formant un mur mouvant de bronze. Derrière eux, 7000 troupes légères, peltastes, archers et infanterie de choc d'élite, flexibles, entraînés pour protéger la ligne, briser les chars et frapper là où la phalange ne peut pas tourner. Et sur les ailes, la cavalerie. Sur la droite, Alexandre lui-même menant la cavalerie des compagnons, sa force de frappe personnelle positionnée pour le coup décisif. Sur la gauche, Parménion commandant l'intégralité du flanc défensif, la cavalerie thessalienne et les alliés grecs, chargés de tenir la ligne pendant qu'Alexandre se préparait à écarteler le champ de bataille. Alexandre chevaucha le long de la ligne. Il s'arrêta devant son armée et dit « Hommes de Macédoine, regardez-les. Ils se battent pour l'or, ils se battent parce qu'on leur donne des ordres. Vous vous battez parce que cette terre est la vôtre. Derrière nous se trouve la Grèce, et il n'y a aucune route vers la maison qui ne passe pas par ce champ. Devant nous se tient un roi qui croit que le nombre décide du destin. Aujourd'hui, montrez-lui ce que la discipline décide. Tenez la ligne. Regardez-moi là où je chevauche. Suivez. Si je tombe, ne vous arrêtez pas. Mieux vaut mourir ici que de vivre en sachant que nous avons laissé la peur décider pour nous. Pendant un battement de cœur, le silence. Puis la ligne éclata. Les boucliers claquèrent, les lances frappèrent le bronze. Pas une célébration, un engagement. Un rugissement roula à travers l'armée macédonienne. L'armée perse était si vaste que ses ailes s'étendaient bien au-delà de la ligne macédonienne. L'encerclement n'était pas une possibilité, c'était le plan. Ce qui signifiait qu'Alexandre n'avait qu'une seule option, bouger le premier. Alors il le fit. Au lieu d'avancer droit devant, Alexandre ordonna à sa ligne entière de dériver lentement vers la droite, s'éloignant du terrain plat et mortel que Darius avait préparé. Cela ressemblait à une erreur, le genre d'erreur qui fait qu'une armée se fait encercler et effacer. Mais Bessos, commandant la gauche perse, comprit le danger immédiatement. Alexandre n'attaquait pas le centre, il essayait de glisser au-delà. Pour empêcher cela, Bessos étendit sa cavalerie de plus en plus vers l'extérieur, gardant le rythme avec le mouvement d'Alexandre. Des milliers de cavaliers bactriens et scythes étirèrent la ligne perse, tirant les unités loin du seul endroit qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'affaiblir, le roi. Le centre commença à s'amincir. Dérivant toujours vers la droite, Alexandre força Bessos à prendre une décision. Refusant de laisser Alexandre sortir du terrain préparé, Bessos fit son choix. Il attaqua. La cavalerie perse surgit vers l'avant, chargeant la droite macédonienne. L'appât était pris. La gauche perse était maintenant totalement engagée. Voyant cela, Darius crut que le moment était venu. Les chars à faux surgirent vers l'avant, et avec eux, les éléphants de guerre commencèrent à charger, leur poids faisant trembler la terre. Le sol tonna, mais la phalange ne paniqua pas. Elle ouvrit des brèches. Les chars hurlèrent à travers les corridors vides, tandis que les projectiles abattaient les conducteurs, et les machines passèrent sans trouver de cible. Les éléphants suivirent et connurent le même sort. Harcelés par les tirailleurs, aveuglés par les lances, ils titubèrent sur les côtés, là où les rangs de la phalange se refermèrent pour les achever proprement. Le pari de Darius s'effondra en quelques secondes. Pendant ce temps, sur le flanc opposé, Mazaios lança sa cavalerie sur Parménion qui se battait désespérément pour tenir la ligne. Voyant le chaos se dérouler, Darius ordonna une charge massive de l'infanterie perse. Des dizaines de milliers d'hommes poussèrent vers l'avant, un mur roulant de boucliers et de lances fonçant droit sur le centre. L'armée perse était totalement engagée, chaque réserve, chaque option. Et cette décision allait tout coûter à Darius. Avec Bessos verrouillé au combat et l'infanterie retirée du centre, une faiblesse apparut.
une section fine et effilochée du centre-gauche perse où l'ordre s'était brisé, où le roi se tenait maintenant exposé. Alexandre le vit instantanément. Rassemblant un fer de lance avec la cavalerie des compagnons, il pivota vers la gauche, puis il chargea. Pas sur l'armée, mais sur le roi. Le coin s'écrasa dans le centre perse. Soudain, le combat n'était plus distant, il était devant Darius. Alexandre poussait plus près, tranchant à travers les gardes, avançant pas à pas. Darius, de plus en plus inquiet, se prépara à se défendre, puis il craqua. Pour la seconde fois, le roi des rois tourna son char et s'enfuit. Et au moment où Darius s'enfuit, le centre perse commença à s'effondrer. Les ordres cessèrent. Les unités se désengagèrent. Ce qui avait été un empire devint une foule. Bessos se replia, le reste se dissolut. Alexandre vit l'ouverture et se lança à la poursuite. Puis le message arriva. Parménion était en difficulté. Sur le flanc gauche, Masaïos, ignorant que Darius s'était enfui, était proche de briser la ligne macédonienne. Alexandre prit une décision que peu de conquérants auraient prise. Il fit demi-tour. Il renforça Parménion, stabilisa le flanc, et seulement alors, la bataille se termina-t-elle vraiment. Darius s'échappa, mais son empire non. Gaugamel était terminé. L'empire perse avait perdu son centre de gravité. Avant ce jour, la Perse était encore une superpuissance fonctionnelle. Ses satrapes commandèrent des armées. Ses villes contrôlèrent la richesse, la main-d'œuvre et les routes de ravitaillement. Et Darius, aussi imparfait fut-il, était encore roi. Après Gaugamel, tout cela se désagrégea. Babylone ouvrit ses portes. Suse rendit son trésor et Persépolis fut brûlée jusqu'au sol. Alexandre n'a pas conquis la Perse ville par ville, il a fracassé sa structure de commandement en une seule après-midi. Mais la guerre n'était pas finie. Darius était toujours en vie, et tant que le roi vivait, la résistance pouvait encore se former. Alors Alexandre poussa vers l'est, ne chassant pas le territoire, mais la légitimité. Cette poursuite le mena dans les montagnes, dans des cols étroits. En 330 avant notre ère, une force perse livra son ultime résistance à un endroit conçu pour faire ce que Gaugamel n'avait pas pu. Arrêter Alexandre complètement. C'était la bataille des portes persiques, là où le dernier espoir de l'Empire reposait en embuscade, et où Alexandre fut plus proche de la défaite qu'à n'importe quel moment de sa campagne. Regardez la bataille des portes persiques dès maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement chaque instant passé avec vous. En ce moment, je suis en route pour atteindre le cap des 1000 premiers abonnés. Si les histoires que je raconte vous ont touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu s'il vous plaît, soutenez-moi en cliquant dès maintenant sur le bouton s'abonner. Chaque nouvel abonnement est une immense source de motivation pour moi. Cela m'aide à continuer d'écrire et à vous partager encore plus d'histoires inspirantes. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.